difficile, vous savez, de parler de l'émergence de la République démocratique du Congo sans faire allusion à la desserte énergétique. Est-elle conséquente dans notre pays? Nous allons parler de la précarité énergétique avec Idriss Moufouka, un expert en énergie renouvelable que nous recevons dans quelques instants. Le portrait. Un homme a plusieurs casquettes, mais son engagement dans le secteur des énergies renouvelables fait d'Idriss Moufouka un acteur majeur dans le domaine. Diplômé de l'ISTA, il est ingénieur en génie électrique avec une spécialisation en énergie renouvelable à la société tunisienne Ifrisol de la ville de Sousse. Idriss Moufouka est chef de service énergie renouvelable à l'INPP, mais aussi coordonnateur régional du club PV, auteur de l'ouvrage Guide du formateur en énergie renouvelable. L'ingénieur œuvre depuis 13 ans dans ce domaine de prédilection de son enfance. Monsieur Idriss, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Avec nous parlons de la précarité énergétique. Nous savons que c'est une question qui est au centre des intérêts. Y a-t-il réellement précarité lorsqu'on parle de l'énergie en République démocratique du Congo? Effectivement, ça c'est un problème qui est connu de tout le monde. Et depuis un certain temps, notre pays est en train de traverser cette crise. Et sur le plan régional, nous faisons partie de 5 pays au monde qui présentent un taux d'accès à l'électricité très faible, malgré les potentiels énergétique que nous avons dans notre pays, ce qui fait qu'aujourd'hui on ne peut pas parler du développement de la RDC avec un secteur très déséquilibré, très instable sur le plan énergétique. Alors parlons de cette question de la précarité énergétique. Quelles sont les vraies causes de cette précarité en RDC? Bon, c'était un problème qui date de très longtemps et d'abord une question de gouvernance. Il faut dire que les premiers ouvrages qui ont été construits dans notre pays par le Belge, ce n'était pas pour desservir les communautés. Et ce qui fait que la plupart de ces ouvrages, c'était juste pour des raisons d'exploitation, soit minière ou forestière. Vous verrez par exemple l'électricité qui quitte le Congo central jusqu'au Katanga. Ça traverse les Grands Bandundu, les Kasaï. Laissant le Bandundu dans le noir. Oui, mais ces provinces sont complètement dans les noirs. Peut-être que vous avez des raisons politiques que vous pouvez expliquer. Et malheureusement, nos politiques ont copié presque la même chose. Ils font des projets d'électricité, soit pour des fins électorales. Donc, c'est un problème de bonne volonté, mais également de planification pour et tous les prestataires du secteur de l'électricité. Alors, il est vrai que nous parlons de la précarité énergétique. Nous parlons de 9% sur le plan national, 1% dans les milieux ruraux. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de cette question de la précarité énergétique, si nous la comparons aux années 60, est-ce avec le même format? Est-ce avec le même besoin? Non, c'est pas la même chose. Et puis, on peut pas faire la comparaison. Pourquoi? Parce que en 1960, la RDC n'avait pas la même densité de la population qu'il y a aujourd'hui. Les nombres de ménages ont augmenté et d'ailleurs, c'est ce qui justifie aujourd'hui les déclins de la Société nationale de l'électricité qui, à un moment donné, n'a pas pu suivre l'augmentation des nombres de ménages. Et aujourd'hui, il s'est posé un problème. Une cabine qui a été implantée, par exemple, dans un quartier en 1975, où ces quartiers avaient 300 maisons ou 300 ménages. Aujourd'hui, c'est plus de 1500 ménages. Et puis en 1960, ce n'est pas tout le monde qui avait accès à un réchaud, à un climatiseur, ce qui fait que la consommation énergétique était très faible. Aujourd'hui, c'est presque toutes les maisons où vous trouverez un split, vous trouverez un réchaud et tout consort. Et c'est pour cette raison, je vous dis que c'est une question de la gérance, une question de la gouvernance. Donc nos politiques n'ont pas pu se rattraper à cette évolution démographique. Mais il y a également une question d'urbanisme. Vous allez voir par exemple, la plupart des villages en RDC ne sont pas urbanisés. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est très difficile avec un village où les maisons sont très éparpillées
de pouvoir électrifier. Donc ça demande beaucoup de moyens et beaucoup de pertes énergétiques également avec les transports. Donc les contraintes sont vraiment énormes, mais il suffit seulement de mettre un peu de la volonté. Je crois que tout peut marcher. Mais aussi l'usage abusif de l'énergie par les populations. Évidemment, vous avez raison, mais vous savez, c'est vrai que les responsabilités sont partagées. Je prends le cas de la ville de Kinshasa, où vous trouverez dans la plupart des maisons les ampoules allumées. Et on vous dira, bon voilà, et Totiki Boepo total à ce courant et Kozonga. Donc, on ne vous avertit même pas quand il y a du listage, quand il y a reprise. Alors, mais il revient à l'État congolais. La responsabilité, c'est l'État. Est-ce que cette population a de l'électricité d'une manière régulière et de quelle qualité? Combien de maisons qui sont incendiées dans la ville de Kinshasa et à cause de la mauvaise qualité de l'électricité? Mais il faut noter également que le peuple congolais n'a jamais été initié à l'utilisation efficiente de l'électricité. Et ça aussi, c'est un problème, mais tout ça, c'est la responsabilité de l'État congolais qui doit sensibiliser la population sur la gestion de l'électricité, qui doit sensibiliser la population sur l'efficacité énergétique. Mais malheureusement, ça ne se fait pas, alors voilà les conséquences. Mais est-ce que les différents outils produits dans ces secteurs permettent aussi, servent à quelque chose aujourd'hui? Bon, effectivement, mais vous savez que nous sommes dans un concept où il faut une certaine synergie dans la façon de faire les choses. Il y a un problème au niveau de tous les prestataires du secteur de l'électricité. Chacun travaille à sa manière et on travaille à notre dispersé. Et même si on a des outils, même si on a tout ce qu'on peut avoir, on a des projets et consorts. L'Atlas, par exemple. Et l'Atlas, c'est un très bon outil, mais qui est resté sur le plan théorique. Et combien de personnes exploitent ces documents? Et un document qui a été produit il y a de cela plus de 6 ans, plus de 8 ans passés. Est-ce que nous avons les mêmes réalités énergétiques dans notre pays? À l'époque, par exemple, dans une commune ou dans une agglomération, si on avait 500 ménages, aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Et donc, il faut l'actualisation de tout ce que nous avons comme outils. Et par exemple, actuellement, il y a la présence de l'ANSER, de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité. Mais une question reste à savoir à quand ces deux entreprises vont présenter leur plan du travail et à quand ces entreprises vont se déployer en province. Donc, le problème que nous avons dans notre pays, nous avons des textes, nous avons des cadres légaux, nous avons des cadres institutionnels, mais c'est la mise en œuvre qui pose problème. On va aller sur terrain, on prend la première rubrique, éco-découverte. Éco-découverte. Près de 10% seulement de la population congolaise a droit à l'électricité. Un constat au regard d'importantes potentialités en ressources énergétiques renouvelables que possède le pays. Face à cette précarité énergétique, le programme des Nations Unies pour l'environnement s'emploie à financer l'électrification dans les milieux ruraux, principalement ceux occupés par les populations autochtones pygmées, à travers le projet de promotion des énergies renouvelables dans la gestion des écosystèmes et de la lutte contre la précarité énergétique en République démocratique du Congo. Ces projets ne s'arrêtent pas seulement au niveau de la promotion des énergies renouvelables. C'est une manière également de lutter contre la précarité énergétique qui menace surtout le milieu rural en RDC et plus particulièrement dans l'essence de ces projets pour les peuples autochtones. Et comme vous le savez, ce sont des populations qui sont souvent négligées et pourtant ils ont du potentiel, ils ont les mêmes droits que tous les restes de la population congolaise. Ici, c'est de l'énergie solaire et comme vous le savez, c'est très facile à être monté, très facile à être géré, mais également à un bon coût. Au total, 390 ménages répartis dans 4 villages de l'Équateur ont été électrifiés. Il s'agit de Bokatola, Bochike, Lokanda et Lokolama. Tous ont bénéficié de l'énergie solaire. Pour les ménages les plus rapprochés, les experts ont installé un mini-réseau et ceux qui sont éloignés ont bénéficié des kits individuels. Dans 85 ans, 49 dans le service public et à l'État. Na sali prison te, na sambi te, na tikali, na boti ba nebele, 15 enfants. Ba koko 76, c'est que naza na dokite.
lokola boye epai na ngai nasengi bino lokola nkumu ya mboka opesa ngai. Cette initiative financée par le PNUD à travers son programme SGP a aussi électrifié 185 ménages dans 4 villages de la province de Mai-Ndombe. L'action est partie de Loatekaka en passant par Bolingo, Ekwayola et Loïle. Napesi bino merci na ba partenaire nyonso bufani na bango. Nazangi pe bandako oyo etikali na mbala nsima baya ku komprete baya kukukisa bandako wana po mboka mobimba pepela. Un événement qui a mobilisé tous les villages. L'ambiance était au rendez-vous. Pedide to merci projet wana pedide ndenge memari biso ba courant et pour biso to merci ango. Merci beaucoup. À cette action écologique, s'est fait suivre la distribution des réchauds solaires aux ménages afin de réduire la pression anthropique sur les forêts. Une première phase qui compte couvrir tous les villages des populations autochtones pygmées de la République démocratique du Congo. Sur le terrain, les résultats sont déjà palpables. Alors, 9% de taux d'électrification sur le plan national, 1% dans les milieux ruraux. Combien coûte l'électrification dans les milieux ruraux? Bon, il faut dire que l'électrification en milieu rural d'une manière générale sur le plan international, et ça dépend d'un pays à un autre. Mais notre pays, c'est parmi les pays qui ne manquent pas de moyens. Mais les problèmes, ce sont des moyens qui sont très mal canalisés ou très mal orientés. Aujourd'hui, la petite expérience que nous avons, je reviens d'un projet d'ailleurs de l'électrification rurale pour les peuples autochtones. Et je dois vous avouer, aujourd'hui avec $100 000, on peut électrifier un village. Électrifier avec quel type d'énergie? Tout dépend du potentiel énergétique qu'on trouve dans cette zone. Mais c'est beaucoup plus l'énergie solaire parce que ça, c'est une forme d'énergie et facile à être implantée, facile à être gérée et puis facile à être manipulée. Et par rapport à la capacité de production? Bon, le problème, c'est que tout dépend de la technologie, tout dépend du besoin de l'énergie. C'est vrai que l'hydroélectricité fait partie de vieilles énergies renouvelables et puis c'est très puissante. Mais le problème, c'est les coûts. Vous savez, même le pays le plus avancé sur le plan énergétique, aujourd'hui, ils sont en train d'émigrer vers d'autres formes d'énergie renouvelable. Nous, oui, le pays est traversé par l'équateur, donc il n'y a pas de raison aujourd'hui pour que nous soyons dans les noirs. Il n'y a pas de raison aujourd'hui pour que nous puissions rester accrochés qu'à l'hydroélectricité et qui nous a pas aussi servi. Bon, c'est pas vraiment l'hydroélectricité qui nous a pas servi, mais la société qui gérait ces secteurs nous a rendu un très mauvais service. Et donc aujourd'hui, c'est possible d'utiliser l'énergie solaire, l'énergie éolienne dans certaines zones où la vitesse du vent est constante, l'hydroélectricité évidemment parce que nous avons des provinces qui présentent également un potentiel hydraulique énorme. Et tout dépend du besoin, mais moi je crois qu'avec l'énergie solaire aujourd'hui, on peut desservir même le coin le plus reculé du pays. Alors je reviens sur ce projet de promotion des énergies renouvelables sur la gestion des écosystèmes en milieu ruraux. Vous avez commencé chez les pygmées, donc les populations autochtones pygmées. Pourquoi avoir commencé chez les pygmées? Alors madame, nous savons tous que les pygmées sont considérés comme des populations vulnérables. Et pour ceux qui connaissent comment ces gens vivent, je vous dis qu'ils sont dans une situation sociale très déplorable. Et c'est un projet d'ailleurs qui est financé par le PNUD. Et je crois que c'est une bonne approche de soutenir le plus vulnérable. Et c'est pour cette raison que nous avons commencé à l'Équateur. Et dans les territoires de Bikoro, nous avons électrifié des villages. Le village de Lokolama, ainsi que les villages de Lokando. Et dans les territoires d'Ingende, nous avons électrifié les villages de Bochike, ainsi que le village de Bokatola. Et pour votre information, c'était
c'était vraiment une bonne nouvelle pour ces gens qui n'ont pas de la communication. Quand vous êtes là, vous êtes écarté du monde, donc il n'y a pas de téléphonie mobile. Et c'est pour la première fois, j'ai vu quelqu'un de 60 ans, pour la première fois qu'il a vu une ampoule s'allumer. Mais ce sont des Congolais, ils ont les mêmes droits que le reste de la population congolaise. Et pourquoi vous avez préféré commencer par l'Équateur? Il n'y a pas que l'Équateur qui présente des besoins en termes d'énergie. Bon, c'est juste un problème de programmation. Avec ces projets, et nous irons dans les Maïndombe, parce qu'il y a également un grand nombre de peuples autochtones là-bas. Après les Maïndombe, ça sera les Nord Kivu, les Sud Kivu, mais également les Grands Katanga. Combien de ménages au total vous avez eu à électrifier? Bon, au total, c'est 370. Il faut dire que tous les villages n'ont pas le même nombre de ménages. Il y a des villages qui ont 100 ménages, il y a des villages qui ont 110 ménages. Donc les pygmées n'ont pas d'abord des grands ménages, hein. Ce n'est pas des ménages comme ce que nous ne pensons, des très petites maisons, mais c'est un peuple qu'il faudrait soutenir. J'ai découvert qu'il y a des pygmées très intelligents, des pygmées très courageux, mais les problèmes, il faut briser ces paradigmes culturels entre les Bantous et les pygmées, et en leur donnant tout ce qui peut le permettre d'accéder aux nouvelles technologies. Ça, c'est un processus. Et comment s'est passée cette électrification lorsque les ménages sont plus rapprochés? Est-ce que c'était avec le même kit, le même mode opérationnel? Et pour les ménages éloignés, comment ça s'est passé sur le terrain? Oui, exactement. Nous avons utilisé des approches. Donc, pour les ménages qui étaient très rapprochés, on a utilisé les systèmes qu'on appelle les mini-réseaux via un système de câblage. Et pour les ménages qui sont très éloignés, nous avons distribué des kits individuels et avec 4 lampes. Mais au-delà de l'éclairage des ménages, nous avons également installé l'éclairage public avec des projecteurs, des lampadaires solaires. Et pour des raisons de réduction de la pression sur la forêt, nous avons également donné des réchauds solaires et que ces pygmées utilisent actuellement. Ouais. Alors l'accompagnement technique vous a pris plus ou moins combien de temps? Comment ça va se passer lorsqu'il y a une petite panne? Faudra-t-il recourir nécessairement à l'expert Idriss? Déjà qu'on sait que dans ces coins-là, ils sont déjà coupés du monde, il n'y a pas de communication. Comment ça va se passer? Est-ce que vous les avez formés pendant quelques temps? Non, ils ont été initiés pour toutes ces questions-là. Mais je crois que le PNUD est en train de s'organiser pour pouvoir faire également un partenariat avec l'INPP pour voir dans quelle mesure on peut former ces jeunes. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai rencontré des jeunes pygmées très intelligents et malheureusement qui n'ont jamais été sur les bancs de l'école. Et je crois que c'est vraiment un devoir pour l'État congolais et pour nous tous de participer à l'émergence de ces populations et surtout qu'actuellement il y a la loi sur les droits de peuples autochtones. Ok. Une autre question, il est vrai que ce sont des formations ponctuelles, mais ça prenait plus ou moins combien de temps? Et la capacité d'adaptation, comment vous l'avez trouvée? Non, l'approche que nous avons utilisée, ce n'est pas vraiment des formations, mais ce sont des séances d'apprentissage sur l'utilisation de ces équipements et puis comment dépanner en cas de panne. Mais je crois que dans les jours à venir, il y aura une session de formation qui va se faire en collaboration avec l'INPP. Une journée suffisait pour faire passer le message? Bon, il faut dire que j'ai pris 3 jours par village. Et donc c'est presque un mois où je suis resté en brousse et en train de vivre ce que ces gens vivent aussi. Place à l'éco-créativité. Éco-créativité. Alors, je reviens sur la promotion des énergies renouvelables dans les milieux ruraux. Vous avez ciblé les populations autochtones pygmées. Je vous ai entendu parler plus de la vulnérabilité de ces populations qui vous a poussé aujourd'hui à électrifier leur milieu naturel. Est-ce que cette vulnérabilité n'est pas aussi liée à leur mode de vie? Je ne pense pas. C'est vrai que le peuple, les autochtones ont une culture propre à eux-mêmes. C'est un peuple un peu trop réservé.
Mais l'objectif, c'est quoi? C'est de, je vous ai dit tout à l'heure, c'est de briser tous ces paradigmes culturels et traditionnels. Il faut le faire voir qu'ils ont le même droit que tout le monde. Il faut le faire voir qu'ils ont également le droit de vivre. Et ça, c'est les combats que nous devons mener. Et qui doit le faire? C'est nous, c'est vous et moi. Et il faut briser également cette mentalité de complexes, d'infériorité ou de supériorité vis-à-vis des uns des autres. Ce sont nos frères. Moi, j'ai mangé avec les Pygmées. Ils sont très forts dans la médecine traditionnelle et ils sont très accueillants. Donc, je ne trouve pas de raison aujourd'hui que cette population soit mise à part. Il n'y a pas de raison. J'ai trouvé par exemple dans chaque village... Certainement que c'est par rapport à la compréhension, on comprend que c'est un processus au fait, ça prend du temps. Évidemment, c'est un processus. Vous savez, Madame Bibiche, il y a un élément également que moi que je ne suis pas d'accord avec ça, où lorsqu'il s'agit de parler de peuples autochtones, et ils sont beaucoup plus considérés pour la gestion de la forêt. Et à un moment donné, on demande à ces conservateurs de la forêt de ne plus utiliser la forêt. Quelqu'un qui a fait plus de 100 ans, il vit dans la forêt, il fait tout dans la forêt, il respire grâce à cette forêt. Si vous ne lui donnez pas des solutions alternatives, il ne va rien faire. Aujourd'hui, par exemple, cette femme qui utilisait les bois des chauffes juste pour avoir de l'eau chaude, elle a les réchauds solaires. Donc, et l'objectif pour nous, c'est de participer également non seulement dans la lutte contre la précarité énergétique, mais également dans la lutte contre les réchauffements climatiques. Est-ce que nous pouvons savoir aujourd'hui combien de ménages allez-vous cibler? Bon, d'abord ces projets, ça c'est la première phase. Je dois vous dire que nous n'avons pas fait une couverture totale dans tous les villages. Il y a des villages où nous sommes arrivés à 70% d'accès à l'électricité. Donc vous prévoyez électrifier tous les villages de population? L'objectif c'est de faire une couverture totale parce que, attention, si vous ne desservez pas tout le monde, ça peut faire l'objet d'un conflit. Et pourtant, la vision du PNUD par rapport à ces projets, c'est d'amener, c'est d'orienter le peuple autochtone vers un développement intégral, mais également les initier vers les us et coutumes dans les processus de lutte contre le réchauffement climatique. Une transition énergétique. Ouais. Alors nous savons que parmi les conséquences fâcheuses de la précarité énergétique, c'est la déforestation. Vous l'avez soulevé tantôt. Pensez-vous que le pygmée déforeste la forêt? Oui, mais parce qu'ils n'ont jamais été... C'est vrai, ils sont initiés par leur tradition. Mais à l'heure actuelle, ils ont besoin d'être réformés. Je dois vous dire que l'impact de l'accès à l'électricité ne se résume pas seulement au niveau de la réduction de la pression sur la forêt, mais je vous dis même sur le plan conjugal. Hein, nous avons vu des gens qui dormaient chaque jour à partir des 18 heures. Vous comprenez les conséquences. Aujourd'hui, ils ont quand même le temps de rester jusqu'à 22h, 23h en train de parler. Des enfants qui ne pouvaient pas s'amuser parce qu'il fait tellement très noir. Aujourd'hui, ils peuvent jouer des 18h jusqu'à 20h. Et même les enseignants, parce qu'ils ont des écoles dans certains villages. Ces enseignants qui préparaient des leçons jadis avec des lampes, je ne sais pas, pétrole, avec des méthodes purement traditionnelles. Aujourd'hui, ils ont de l'éclairage, ils peuvent préparer des leçons. Et même lorsqu'il y a un deuil, lorsqu'il y a une fête, et donc ils sont autour de ces projecteurs. Ce qui m'avait touché, j'ai trouvé une femme qui venait d'accoucher un bébé. Et c'était le premier ménage où j'ai électrifié parce que je me suis dit, imaginez-vous que cet enfant a un petit souci la nuit. Donc la pauvre dame doit allumer le feu et tout ces temps. Vous voyez ce qui peut arriver. Et donc l'électricité, c'est vraiment un domaine transversal. Ça impacte tous les domaines. On ne peut pas trouver des centres de santé là-bas. Et parce qu'il faut du matériel, mais ce matériel a besoin de l'électricité. Exactement, pour bien voir et pour bien fonctionner. Ces échanges nous permettent d'alimenter nos connaissances. Concept vert aussi. Concept vert. Exploitation et régie d'entreprise.
Le concessionnaire confie par contrat l'exploitation de son assiette découpe à l'entreprise agréée à cette profession par la NIF of Plan 2009. Alors, j'ai une autre question. Il est vrai que nous parlons des énergies renouvelables. Vous tablez plus sur les solaires. On sait que parce que vous venez d'un coin où vous avez été ensemble avec les populations autochtones pygmées, vous avez électrifié plus de 380 ménages. Mais aujourd'hui, pouvez-vous nous dire laquelle de sources d'énergie vous conseillez plus en République démocratique du Congo? Non, par rapport à la situation énergétique dans notre pays, toutes les formes d'énergie renouvelable sont conseillées, mais tout dépend du besoin, parce que toutes les agglomérations n'ont pas le même besoin énergétique et n'ont pas le même potentiel énergétique. Je vais prendre le cas de l'Équateur. L'Équateur n'a pas un potentiel hydraulique énorme. Ils ont du solaire, ils peuvent utiliser l'énergie de la biomasse. Et vous allez par exemple dans les Kulou, ils ont un potentiel hydraulique énorme. Ils ont également du solaire. Et bientôt, je serai dans les Maïndombe. Ils ont un bon potentiel éolien et puis les solaires. Donc, le problème, c'est qu'il faut aller par des méthodes adaptatives. Donc, on ne peut pas faire le plan d'électrification d'une manière globale. Ce n'est pas un livre qu'on est en train d'écrire. Vous vous renfermez dans une petite chambre, vous écrivez après 6 mois, vous publiez. Non. La question de l'électricité, c'est une question de contexte. Il faut commencer par des études de faisabilité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tout dépend du besoin de la province, mais le contexte de notre pays, l'énergie solaire est très pratique. D'abord, ça ne prend pas beaucoup de temps et pour la mise en œuvre. Je vous ai dit que vous pouvez former quelqu'un en 3 semaines, il peut faire la maintenance. Et le coût également, il est très faible par rapport à l'hydroélectricité. Pour implanter par exemple une centrale hydraulique hydroélectrique de 1 MW, ce n'est pas dans moins de 6 mois. Ça peut prendre 1 année, ça peut prendre 3 ans. Je prends les cas de Katende Kakobola. Aujourd'hui, ça fait à peu près 5 ans que ça traîne. C'est vrai qu'il y a une certaine médiocrité de la part des politiques. Lorsqu'ils sont derrière un projet, ils s'en foutent, ils font du n'importe quoi. Mais il faut aller par des solutions également très pratiques et en court terme et puis avec un budget très faible. Je vous donne une autre information. Nous sommes en pleine étude avec une structure sud-africaine qui va venir bientôt au pays avec une capacité de 50 MW en solaire où nous allons faire 20 MW pour Mbujimai, 15 MW de solaire. Non, ça c'est notre projet. 20 MW pour Mbujimai, 15 MW à Kananga, 10 MW à Kikwit et 5 MW dans la province du Kwangu, à Kenge. Vous voyez, avec 50 MW, on arrive à desservir une grande partie du pays, mais 50 MW d'hydroélectricité, vous ne pouvez pas les dispatcher dans toutes ces provinces que je viens de citer. Alors ça demande beaucoup en termes de la logistique. Alors je reviens encore sur cette question d'électrification des villages, des populations autochtones pygmées. Ça va vous prendre plus ou moins combien de temps pour couvrir toute la République? Bon, c'est vrai, dans notre planification, c'est à peu près 6 mois. Bon, mais il y a des choses qu'on ne gère pas. Des fois, vous avez planifié des descentes sur terrain, il y a la pluie, il y a les cordes qui peuvent déranger également, un véhicule qui tombe en panne, parce qu'il faut dire que avec ces projets, on traverse des routes, des zones. Des fois, il n'y a pas de ponts, il faut couper les arbres, faire un pont pour traverser. Et tout ça, ce sont des contraintes. Mais bon, voilà, on est dans les domaines, on ne peut pas se décourager. C'est le patriotisme qui nous anime, c'est notre pays qui nous intéresse. C'est un projet de plus ou moins combien? Quelle enveloppe disponible? Bon, je crois que si je suis en train de parler du technique, et je ne gère pas le financement par rapport à ces projets. Merci encore, moi que c'est une question qui n'est pas... Merci madame. On espère vous revoir prochainement, certainement qu'après d'autres descentes sur le terrain et certainement avec de nouvelles expériences aussi. Il n'y a pas de problème madame, nous sommes là pour notre pays.
Et sauf que j'allais juste lancer ces petits messages au gouvernement congolais. L'accès à l'électricité, chers membres du gouvernement de mon pays, c'est un droit constitutionnel. Et si on ne donne pas de l'électricité à notre population, on n'est pas différent de ces gens qui sont en train de tuer les gens à l'est du pays, des criminels. Donc le fait de ne pas donner de l'électricité, c'est aussi une forme de crime. Donc il revient à Monsieur le Président de la République, au Premier ministre ainsi qu'au gouvernement congolais de penser sur cette question. Ça ne sert à rien de faire de certains secteurs une priorité et pendant qu'il y a la priorité des priorités en ce qui concerne l'accès à l'électricité. Merci beaucoup, Monsieur Idriss Moufouka. Le message est passé. À très bientôt. Merci beaucoup, madame. Mon idée pour la planète.